Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame Brigitte Kafi-Adjamabo Johnson, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Canal K. Au-delà du communiqué publié par votre parti politique sur les réseaux sociaux, comment réagissez-vous personnellement à la spontanéité des Togolais suite à la hausse des prix à la pompe des produits pétroliers par le gouvernement? Je dois dire que cette réaction a été une surprise pour nous tous, mais elle a un bon signe. Elle a un bon signe, elle est le signe que les Togolais ne sont pas prêts à se laisser diriger par un régime qui ne prend pas en compte leurs intérêts, que le moment venu, ils savent prendre leurs responsabilités comme nos évêques nous l'ont demandé l'année dernière et comme nous l'avons toujours dit en tant que responsables politiques. Je pense que celui qui sera le plus surpris, ce sera ce régime qui a fini par croire que au Togo, nous sommes devenus un peuple de moutons, un peuple qu'on peut conduire comme on veut, avec lequel on peut faire tout ce qu'on veut, sans le moindre respect et sans chercher à rendre compte de ce que l'on fait. Parce que s'il y avait un tant soit peu de respect pour les Togolais, eh bien, la hausse des prix des produits pétroliers qui a été à la base des manifestations, elle aurait dû être annoncée et même négociée. Négociée, naturellement, le régime ne le fait pas parce que, quelque part, il doit avoir conscience de ce que les Togolais n'auraient jamais accepté, n'auraient jamais compris cette hausse. Moi, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas, eu égard à la misère dans laquelle les Togolais vivent de plus en plus. Nous en parlons un peu trop souvent et on pourrait avoir l'impression que c'est juste une façon de chercher à émouvoir. Mais non, c'est une réalité. C'est une réalité. Je reviens ce week-end de l'intérieur et j'ai discuté en profondeur avec des Togolais dans nos villages. Et j'ai pu voir comment, depuis ma dernière visite, les problèmes se posent avec davantage d'acuité. J'ai pu voir comment aujourd'hui, je ne sais pas comment cette saison va se passer du point de vue de la production agricole, où les paysans ne savent pas à quel sein se vouer pour avoir accès à l'engrais et pour avoir les moyens qu'il faut pour l'acheter, vu que le prix a pratiquement doublé depuis l'année dernière. Alors, je vois comment, quand ils veulent vous recevoir, malgré leur pauvreté, ils sont très, très accueillants, très généreux. Je vois les gestes qu'ils me font et je mesure le niveau de vie de ces populations. Alors, avec ça, on se permet d'augmenter le prix des produits pétroliers. Et souvent, on a l'habitude de dire, non, ça ne concerne que la frange de la population qui roule à moto, qui roule en voiture. Est-ce qu'on s'imagine un peu
que même dans le fin fond du Togo, que nos concitoyens dépendent énormément du pétrole lampant et que le prix est trop cher. Oui, mais selon le gouvernement qui a maintenu sa position plus tard dans la soirée d'hier à travers un communiqué, cette hausse serait motivée par l'augmentation du prix du baril à l'international et aussi du dollar. Je n'y crois pas du tout. Tout ça, ce sont des balivernes. Ce sont des balivernes. Au fond, on peut très bien imaginer que ce régime a besoin d'argent. Après avoir dilapidé nos sous à force d'empiller, à force d'en investir dans des activités qui sont des activités de prestige, du genre de la réunion qui a été organisée l'année dernière, du sommet sur la sécurité maritime, et de ce sommet qui est encore en train d'être projeté pour cette année en octobre. Vous vous imaginez, les caisses sont vides, conséquence de la mauvaise gouvernance, de la corruption qui continue de sévir et de l'impunité. L'impunité pour les crimes économiques. Alors naturellement, comme il faut renflouer les caisses, on se dit, eh bien, ces Togolais ne diront rien, ce peuple ne dira rien, augmentons encore le prix de l'essence. On prétend que le prix du baril a augmenté, oui, mais il était à combien quand il a baissé? Je crois savoir que le prix, il a augmenté déjà à 150 dollars le baril avant de baisser. Et à l'époque, on achetait l'essence quand le prix était à 150 dollars. On l'achetait à environ 500 et quelques le litre. Aujourd'hui, il est à 51 dollars. Pourquoi on veut nous faire acheter le super à 524 francs le litre? Est-ce que dans ce pays, on nous a jamais expliqué la structure des prix? Est-ce qu'on a... Pourquoi on ne peut pas être transparent là-dessus? Pourquoi? Alors, ceux qui sont arrivés à avoir accès à cette structure des prix voient très bien qu'en réalité, on peut acheter l'essence beaucoup moins cher. On peut acheter les produits pétroliers beaucoup moins cher que nous ne les achetons en ce moment. C'est parce qu'il y a eu, on a grévé ces produits-là de taxes qu'on a créées et qui profitent à des intérêts privés. De grâce, il ne faut pas qu'on nous raconte n'importe quoi. Et nous pensons que dans tous les cas, au regard de la pauvreté ambiante, c'est vraiment inopportun de vouloir procéder encore à une hausse. Alors hier, on a vu lors de la manifestation des militaires qui ont suppléé aux gendarmes policiers, soldés donc par des blessés par balle. Malheureusement, un mort dont le corps est en train actuellement d'être disputé à la morgue entre familles et gendarmes et militaires, que sais-je encore. Alors, cette façon de déverser les militaires pour réprimer une manifestation pacifique n'est-il pas un signal fort envoyé par le pouvoir pour dissuader toute mobilisation, surtout que nous sommes à l'orée d'une échéance électorale? Ce n'est pas normal. Dans un état de droit, ça ne se passe pas. Ce n'est pas le rôle des militaires. Le rôle des militaires, c'est de nous défendre contre des attaques extérieures, des agressions extérieures. Ce n'est pas de retourner les armes qu'on a achetées avec les ressources qui appartiennent aux citoyens. Ce n'est pas de les retourner contre les citoyens. Et tout ça montre très bien
que nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Tout ça montre que le régime ne recule devant rien. Ne recule devant rien pour se maintenir au pouvoir. Et c'est quelque chose que nous avons aussi dénoncé. Nous demandons que des enquêtes soient ouvertes pour que nous puissions savoir les circonstances dans lesquelles le décès de ce jeune manifestant est intervenu, pour que les responsables soient sanctionnés conformément à la loi. Est-ce que ce n'est pas un signal envoyé à vos partis politiques dans la logique électorale? Oui, c'est évident. Il n'y a pas que ce signal-là. Moi, je le rapproche de toute la pression que subissent les médias en ce moment. Ça se voit qu'on veut museler les médias, on veut vous faire peur et tout cela se fait dans la perspective des échéances électorales et participe à la logique de maintien au pouvoir du régime. Mais voyez, ce qui s'est passé hier devrait être reçu comme par le gouvernement, comme un avertissement. En tout cas, nous le percevons comme un signe d'espoir. Un signe d'espoir que ce peuple sait où se trouvent ses intérêts et que le moment venu, il saura poser les actes qu'il faut. Alors face à cette situation qui n'a autre nom que méchanceté, barbarie, que puis-je encore, quelles dispositions pensez-vous qu'il faille prendre au niveau de l'opposition de la société civile pour ça? Écoutez, nous, en tant que responsables politiques, on ne veut pas encourager les citoyens à prendre des dispositions pour assurer leur propre sécurité. Ce serait ouvrir une boîte à Pandore. Nous voulons que ce pays change et ce pays changera. Et les moyens dont nous pouvons nous servir, c'est commencer par dénoncer. Commencer par dénoncer et nous dénonçons. Nous trouvons que ce n'est pas normal. Nous suivons ce dossier et nous verrons quelle action il faut mener en direction des partenaires de ce pays qu'on veut faire passer pour un pays démocratique, un pays qui mérite d'accéder aussi aux initiatives qui sont prévues pour renforcer déjà les États qui fonctionnent véritablement comme des États de droit. Je fais allusion à des initiatives comme le Millennium Challenge, par exemple, où le régime, sachant très bien qu'il n'a accepté la démocratie que de façade, mais qu'il ne veut pas fonctionner conformément aux règles démocratiques, va tout de même taper à cette porte et veut faire croire qu'on est en démocratie au Togo. C'est des éléments que nous avons et dont nous allons faire état au niveau de ces partenaires-là. En dehors du Millennium Challenge à compte, c'est récemment qu'on a reçu une mission ici du Commonwealth. Mais le régime devrait savoir que n'entre pas au Commonwealth un régime dictatorial. Et nous avons eu à expliquer la situation que nous vivons à cette commission-là. Aujourd'hui, c'est des moyens qu'il faut continuer à étudier et à utiliser pour faire en sorte que finalement ceux qui nous dirigent entendent raison. Mais il y a une action à mener également en direction de nos frères d'armes. L'armée, c'est l'armée du peuple. C'est l'armée du peuple. Et moi, je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez en me tendant votre micro
pour lancer à nouveau un appel. Il y a des éléments, des informations qui nous sont parvenues hier et qui montrent que on a eu un peu de mal à mobiliser cette force de répression-là pour aller réprimer des civils sans armes, les mains nues. Mais on a encore des progrès à faire. Il faut que nous continuions à envoyer en direction de notre armée des signaux très clairs, les exhortant chaque individu, membre de cette armée, à faire en sorte que la démocratie puisse enfin s'installer dans notre pays, parce que ce sera profitable à nous tous, pas seulement aux civils, mais à eux aussi. Alors aujourd'hui dans le pays, on voit la grogne sociale un peu partout, commençant par les enseignants. On a vu hier ce que ça a donné par rapport à l'augmentation du carburant, par rapport également à la fermeture de l'NCF et CITFM. Ce qui me renvoie à vous poser cette question en termes d'analyse que vous pourriez faire du mandat social de formation. Écoutez, d'abord, avant d'aller au social, moi je voudrais conclure sur le plan politique et envoyer un message au régime aussi, pour leur dire attention. Attention, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que on voit bien que un peu partout, ça bouillonne. Les Togolais commencent à manifester des signes d'impatience. Il ne faut pas les pousser à bout. Il ne faut pas les pousser à bout parce que ce pays peut changer dans l'intérêt de tous. Ce pays peut changer dans l'intérêt de tous. C'est évident que le régime qui nous régente depuis 50 ans n'a pas la capacité qu'il faut pour conduire un État démocratique. Il faut qu'il se l'avoue et qu'on se parle. Qu'on se parle pour qu'il y ait alternance dans ce pays. Maintenant, s'agissant du mandat social, le mandat qui a été baptisé social, mais il n'a rien de social. Encore une fois, on voit que c'est une supercherie. Ça fait partie de la ruse habituelle du régime qui dit une chose et en fait une autre. En guise de mandat social, on voit un peu de saupoudrage, on voit un peu comment ces jours-ci le régime s'agite pour montrer absolument qu'il s'occupe des questions sociales. Et j'étais ahuri hier quand j'ai suivi le journal à la TVT à 20 h. Ahuri que face à la gravité de ce que nous avons vécu dans la journée, la TVT, le média officiel qui fonctionne grâce aux impôts de nous tous, y compris de ceux qu'on a tabassés, de ceux qu'on a blessés, de ceux qu'on a tués, que ce média n'ait même pas cru devoir parler des événements, sauf à travers un communiqué surréaliste, tout à fait surréaliste. En lieu et place, vous avez remarqué qu'on a voulu, on s'est étendu sur un reportage pour nous montrer que tout va bien grâce au projet qu'on a mis en place et qui permet à tel jeune de développer son activité, tel autre jeune de développer son activité. On nous désigne des arbres qui cachent la forêt de la misère du peuple,
à laquelle on ne veut pas trouver de réponse structurelle. On s'amuse à mettre en place des projets à fonctionner comme des ONG. On transforme l'État en une grosse ONG qui mène des actions ponctuelles ici et là. Et puis, on prétend faire du social, on prétend développer. Et dans le même temps, quand les enseignants revendiquent le minimum pour avoir une vie décente, eh bien, on leur répond qu'il n'y a pas les moyens. Mais on trouvera bientôt les moyens pour organiser en octobre la conférence qui se projette. On trouvera les moyens pour l'organiser. En tout cas, j'espère que ce qui s'est passé hier servira de leçon. Alors, Madame Brigitte Kaffi-Adjamabo-Johnson, vous avez déjà introduit la politique. Allons-y avec la journée d'échange de la commission de réflexion baptisée Commission Awanana, mandatée par Forum Assemblée pour proposer un texte global prenant en compte les aspirations profondes de la population togolaise. Est-ce que la CDP a été déjà visitée par cette commission? Si oui, de quoi avez-vous discuté? Nous avons été visités par la commission et je peux vous dire que les discussions ont été franches et très dures. Nous nous sommes dit des vérités. Nous nous sommes dit des vérités malgré toute la disposition, la prédisposition dans laquelle nous étions pour être courtoises avec les membres de ces personnes. Courtoises parce qu'au fond, nous n'avons rien contre ces personnes. Nous combattons un système. Et nous leur avons expliqué que c'est juste par courtoisie que nous les avons reçus, mais que nous ne les reconnaissons pas en tant que commission, organe mis en place par le chef de l'État. Et nous leur avons dit que cette commission, elle est tout à fait inopportune. Nous leur avons demandé d'aller dire à leurs mandants que la question des réformes, elle ne peut être résolue que dans le cadre de l'APG. Il faut retourner à l'APG qui prévoit les modalités pour faire les réformes. Ils nous ont expliqué que le pays a besoin de réformes en profondeur qui n'étaient pas prévues par l'APG. Vous n'avez pas réussi à faire le minimum pour lequel vous étiez engagé, au moins ce qui vous aurait rendu crédible. Maintenant, vous prétendez embrasser plus que ce qui était prévu. Nous avons compris, nous leur avons dit, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Et que nous avons compris qu'ils allaient vers une nouvelle république, ce qui n'est pas du tout acceptable pour nous, parce que la PG a bien précisé que tout doit se faire dans l'esprit de la Constitution de 92. Il y a des questions qui nous ont vraiment fâchés. Des questions qui nous ont fâchés, surtout lorsque on a eu le culot de nous dire, finalement, si on n'a pas pu faire des réformes, la responsabilité revient à toute la classe politique. Nous avons répondu, nous ne vous laisserons jamais nous dire ça. Nous ne vous laisserons jamais nous dire ça et nous vous demandons de faire preuve de davantage. Vous auriez dit, le premier responsable, ce sont ceux qui détiennent le pouvoir. C'est le chef de l'État, le gouvernement. C'est les élus du NIR qui ont rejeté en 2014 la proposition de loi qui avait, le projet de loi qui avait pourtant été introduit par le gouvernement. Et nous nous sommes davantage fâchés lorsqu'on a eu le culot de nous dire, finalement, vous tous, vous faites souffrir le peuple.
ça a été une opportunité pour nous de leur dire attention, ne remuez pas le couteau dans la plaie, parce que nous qui vous parlons et qui consentons d'énormes sacrifices, nous sommes solidaires avec le peuple. Nous sommes du côté du peuple. Nous ne sommes pas du côté de la minorité qui pille. La minorité qui pille et qui fait souffrir le peuple. Vous savez où elle se trouve. Justement, c'est elle qui vous a mandaté. C'est votre mandat. Et ce que nous vous demandons, c'est d'aller dire, d'avoir le courage de dire à votre mandant qu'il doit arrêter de faire souffrir ce peuple et qu'il doit faire de la fin. Vous voyez, ça a été très dur, mais ça a eu le mérite de la franchise, d'avoir été des discussions franches. Et nous sommes convaincus que ça fera réfléchir les membres de la coalition. Connaissant bien le système, puisque on est en train de voir là un train positionné sur les rails, si jamais vous n'êtes pas écouté et que cette commission va proposer des tests supposés prendre en compte les aspirations profondes de la population, que ferez-vous? Nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas, je peux vous dire que nous réfléchissons, que nous sommes conscients de ce que nous avons la responsabilité de faire en sorte qu'il y ait une alternative à ce qui se fait. C'est ce que je peux dire. Alors, de plus en plus, l'opinion ou certaines opinions estiment que l'opposition togolaise manque de stratégie en matière de lutte démocratique. Que répondez-vous à ceux qui tiennent ces propos? Oh, je trouve que c'est des propos qui sont un peu faciles, un peu trop faciles pour qui connaît la complexité de la situation au Togo. L'opposition dans une lutte sur un parcours de plus de 2 décennies, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Mais je voudrais inviter ceux qui critiquent à se joindre à nous, à se joindre à la réflexion et à l'action pour qu'ensemble nous puissions faire aboutir la lutte. Très bien, nous allons parler un peu économie avec cette décision du gouvernement qui a surpris plus d'hommes. Nous parlons donc du changement intervenu à la tête de l'Office de des recettes OTR. Sur les réseaux sociaux, on a vu quand même que le Canada rwandais a disparu avec environ 23 milliards, dit-on. Hier, on a vu quand même passer la main au bel élu. Comment la CDP analyse cette situation économique? Moi, d'abord, je me demande si ces rumeurs qui sont par la suite démenties ne sont pas distillées par le régime lui-même. Je me pose la question. Et pourquoi est-ce que le régime le ferait? Je crois que c'est pour, si vous voulez, envoyer un peu comme un masque là de fumée, hein, pour que nous ne puissions pas apprécier de manière intrinsèque la gravité de la réalité des faits, qui est que il y a quelques années, on nous a vanté les mérites d'une réorganisation de nos régies financières. On nous a vanté toutes les qualités d'une ressource humaine qu'on a recrutée aux grandes dames des Togolais dont la fierté a pris un coup parce que beaucoup se sont légitimement demandé si au Togo il n'y a pas de personnes compétentes pour occuper ce poste de haut commissariat. On nous a tellement vanté ça que au bout d'un temps, on ne sait plus comment faire pour nous expliquer que
ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Au bout de 3 ans, on a vu le système fonctionner. On a vu comment finalement ce système a détruit le tissu économique. Nos entreprises sont affaiblies. Aujourd'hui, on les a pressurées, asphyxiées. Toutes ces initiatives privées qui auraient pu contribuer à la création de la richesse dans notre pays, on a contribué à les affaiblir. Et c'est quelque chose que nous allons ressentir pendant très longtemps. Nous allons le ressentir pendant très longtemps. Et tout d'un coup, on se rend compte que ça ne va pas. Sinon, comment expliquez-vous qu'on ait mis fin avant terme au contrat de l'ancien haut commissaire? Comment? Justement, dans un pays normal, on devrait nous expliquer pourquoi. On devrait faire un bilan et au besoin, si on est de bonne foi, faire amende honorable en disant je me suis trompé. Voilà ce qu'il y a eu comme travers, voilà ce qu'il y a eu comme problème. Voilà comment nous allons redresser les choses. Au lieu de cela, on nous dit tout simplement du jour au lendemain qu'on a nommé un haut commissaire. Cette fois-ci un Togolais. Un Togolais par intérim. On espère que des réflexions profondes seront menées pour voir s'il faut, oui ou non, continuer avec l'expérience. Et si ça vaut le coup de continuer avec l'expérience, voir ce qu'il faut redresser. On a entendu l'intérimaire commencer à dire il faut être plus flexible, il faut mieux comprendre maintenant les opérateurs économiques. Espérons que le mal n'est pas déjà fait et définitivement fait. Mais est-ce qu'on peut croire à ces propos du moment où, il y a quelques minutes avant d'arriver chez vous ici, contre les murs de Estao à Tikoumé, le TR a effectué une descente pour ramasser les livres d'un vendeur ambulant et l'embarquer? Les habitudes ont la vie dure. Les habitudes ont la vie dure. Mais pourtant, il va falloir qu'on revoie la façon de fonctionner de l'OTR. Qu'on questionne la pertinence même de l'OTR si nous voulons éviter à ce pays la banqueroute. Parce qu'on ne peut pas compter uniquement sur l'aide extérieure pour développer un pays. On va parler un peu de la diaspora. Quelles sont vos relations avec cette diaspora togolaise et qu'attendez-vous d'elle? Et quelle doit, selon vous, être sa contribution dans cette unité? Écoutez, nous, on est très préoccupés par cette préoccupation, par la contribution de la diaspora, non seulement dans cette phase de lutte, mais dans la phase de reconstruction du Togo qui devra suivre. Et pour nous, la diaspora a une place très importante. Dans la phase actuelle, nous voyons qu'elle contribue à travers la réflexion. Nous voyons qu'elle contribue énormément en assurant la survie des ménages. Parce que j'imagine ce que ce pays serait si on arrêtait tous on va dire les soutiens financiers. Les transferts financiers vers les ménages. Et nous comprenons l'impatience de la diaspora qui, malgré cette contribution importante, ne peut pas, à cause de l'éloignement, exercer le droit de vote
qui est un droit fondamental de tout citoyen. C'est des préoccupations que nous partageons, comme je le disais, mais je pense qu'il va falloir coordonner et mieux articuler ces différentes contributions-là, c'est-à-dire celle de la diaspora qui est à l'extérieur et celle de ceux qui luttent à partir de l'intérieur. Je crois savoir que des initiatives sont prises au niveau de la diaspora pour mieux coordonner leurs actions entre eux déjà. Ce sera une très bonne chose. Ça va faciliter cette coordination et cette meilleure articulation que nous appelons de tous nos voeux. Et nous sommes convaincus que nous arriverons ensemble à provoquer l'alternance que nous voulons de manière à ce que nous puissions jeter les nouvelles bases de ce Togo prospère hors de l'humanité dont nous rêvons tous. Alors, en guise de mot de fin, quel appel avez-vous à lancer, que ce soit à l'endroit de à une jonction dans l'action que nous pouvons mener pour baliser la voie pour l'alternance au Togo. Alors, Madame Brigitte Kaffi, merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci à vous aussi et merci à tous vos auditeurs. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.